Un élément intéressant, c'est la question des abjurations. Parce que c'est quelque chose d'assez ancien, qui n'est pas manifesté dans la première bulle d'excommunication de 1738, mais dans celle qui accompagne celle de 1750. La bulle de 1750, lorsqu'elle est prononcée, elle est prononcée dans ce qu'on appelle une année de jubilé. Et c'est un moment privilégié, selon donc le souverain pontife, un moment privilégié pour obtenir les pardons de l'Église. Et à cette occasion, on propose donc aux maçons d'abjurer, donc sous serment, de renoncer à la maçonnerie et à jurer qu'ils seront de bons chrétiens. Alors, si vous préférez, une première proposition donnée aux maçons d'abjuration apparaît dans le texte antimaçonnique de 1744. Ensuite, on a une première véritable abjuration à Avignon dans les années 1750, la fameuse loge donc, qui va fermer en 51. Et on a justement un frère de la loge qui va se rendre à Rome, lui, et qui va abjurer à Rome. Et d'ailleurs, il est précisé, et il retourne cependant en loge. Ce qu'il faut noter, c'est que tous ces maçons abjurent, mais mentent, et reviennent en loge le lendemain. Donc, pourquoi? Peut-être parce que le tribunal est considéré comme illégitime, l'Inquisition, mais enfin, l'abjuration, elle se fait souvent en présence d'ecclésiastiques. Donc, c'est une espèce de duplicité où, volontairement, ce qui est assez étrange pour des maçons qui font le culte de la vertu, de pratiquer le mensonge et la duplicité. Alors celui-ci, Loris, non seulement il abjure, mais le lendemain, enfin pas le lendemain, mais quelques mois ensuite, dans sa propre loge d'Avignon, il dit qu'il aurait, à Rome, promis de n'assister à l'avenir dans aucune assemblée de francs-maçons, de faire ses Pâques et d'être toujours exact à remplir ses devoirs de chrétien, et que moyennant ceux, il se flatte que sa sainteté et le tribunal du Saint-Office lui accorderont le pardon qu'il demande. Alors les frères sont très contents, le remercient pour sa duplicité, et lui offrent même un grade d'élu, en plus. Alors, ce qui est assez étonnant, et ça, ces abjurations, on va en noter tout le long. Et même des prêtres vont abjurer. Et en 1776, avec la première grande descente de l'Inquisition, c'est le docteur Bouge lui-même qui va abjurer. Or, Bouge sera en loge jusqu'en 1815, à peu près des poussières. On a même 3 religieux qui abjurent. Le prêtre Jean-Joseph de Bassinet, donc, le chanoine de Lille, Jean-Joseph Bonnard, etc. Et j'en passe. Beaucoup d'autres vont abjurer aussi également en 1786, mais toutes ces personnes reviennent en loge tout de suite après. Elles sont rares, celles qui ne reviennent pas. Et voyez, vous avez ici des exemples d'abjuration qui ont été, donc, dont les archives nous conservent les documents en Avignon. C'est généralement en latin, sauf l'abjuration de Delettre, qui est une grande figure aussi de la maçonnerie avignonnaise et même parisienne, qui lui va abjurer donc en langue en français. Et je vous cite juste son texte. Donc le 19 septembre 1789, le nommé Jean-Antoine Delettre a comparu devant moi, vicaire général du Saint-Office, pour faire abjuration de la Société des francs-maçons, laquelle étant faite dûment, il a reçu l'ablation des censures qu'il avoit encourues, en foi de quoi à Avignon, au palais du Saint-Office. Delettre est en loge quelques jours après, hein, et il sera encore pour les années qui suivent. Donc voilà, j'ai fait un peu un tour rapidement, il n'y a pas vraiment de conclusion, sinon celle qui m'a le plus étonné, c'est justement cette étonnante duplicité donc, des maçons qui, pour des raisons deux seules connues peut-être, sont permis le mensonge par rapport à peut-être un tribunal de l'Inquisition qui ne reconnaissent pas comme étant légitime, mais bon, les engagements étaient quand même pris aussi avec des représentants de la religion chrétienne, donc c'est un petit peu la chose qui est gênante.